Bonjour tout le monde, bienvenue au 4e épisode du podcast La science des sciences. Cette semaine, nous aborderons le thème de la famille. Notre première invitée, la sociologue Hélène Belot, est professeure titulaire au Centre Urbanisation Culture Société de l'Institut national de la recherche scientifique, titulaire de la chaire de recherche Argent, Inégalité et Société de la Chambre de la sécurité financière et directrice de programme de maîtrise en mobilisation et transfert des connaissances à l'INRS. Notre deuxième invitée est l'anthropologue Karine Bates, professeure agrégée au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, chercheur affilié au Centre d'études et de recherche internationale, au Centre d'études asiatiques et au Centre de recherche en droit public. Nous vous invitons donc dans notre discussion. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour à notre 4e épisode déjà, ça avance si vite. Nos invités aujourd'hui, je suis excessivement content de les avoir. On va parler, selon moi, possiblement du thème le plus important pour notre espèce, l'humain, la famille. Tout d'abord, je vais tout de suite vous adresser la parole. Comment ça va? Nous sommes en début de session. Il y a des parties, donc ça se peut qu'il y ait du bruit ambiant. On s'excuse pour ça, mais c'est ça la vie académique. Comment on prend le début de cette session? Bien, ça va très bien. Moi, j'étais contente de recommencer. C'est sûr, un peu, c'est pas les rentrées comme avant la pandémie, même s'il y a quand même encore des fois des rassemblements puis tout ça. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur de me rappeler cette effervescence-là, mais on est dans d'autres choses, puis il faut l'accepter. Oui, mais ça revient tranquillement. Oui. À chaque année, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais je sens encore les effets de la pandémie. Oui. À l'université, là, je ne sais pas pour les autres milieux de travail, mais... Mais si je peux juste me permettre, dans les cours, je trouve que les étudiants, mon impression, qu'ils écoutent beaucoup plus, qu'ils sont beaucoup plus engagés, dans un sens, dans leurs études, plus curieux, qu'avant, par contre. Je trouve ça plus facile d'enseigner maintenant qu'avant la pandémie. Parce qu'il y a plus d'étudiants qui sont vraiment hyper allumés, qui suivent l'information, qui se posent des questions. Alors moi, là, on va en reparler, mais tu sais, avec l'anthropologie juridique, la parenté, puis tout ça, c'est aussi des sujets en soi qui soulèvent des questions, pas juste de recherche. Donc oui, ça, par exemple, c'est la partie que j'apprécie. Donc, le retour avec les étudiants dans les classes ou dans un séminaire de maîtrise, c'est vraiment fameux. Oui. Ah, mais c'est une très bonne nouvelle. Mais j'espère que c'est un peu partagé, mais c'est ça, tu sais, ça change. Les choses changent. Oui. C'est difficile pour moi de le dire parce que oui, la rentrée, c'est toujours une période très intense, très active. Mais cette année, moi, j'enseigne pas. En fait, je dirige un programme en mobilisation, transfert des connaissances. Et donc, en fait, j'enseigne pas concrètement, mais je travaille dans ce programme. Puis, en fait, étant à l'INRS, nous, c'est 80% de notre travail, c'est de faire de la recherche. Oui. 20% de l'enseignement. Fait qu'on a des étudiants de maîtrise et de doctorat seulement. Ah, OK. Puis donc, la dynamique est très différente. Nos étudiants, quand ils arrivent à l'INRS, sont super engagés, ils ont le goût, on voit là déjà. Mais je pense que ça a toujours été comme ça, parce que c'est des étudiants qui ont déjà, justement, qui ont une certaine maturité puis qui savent exactement ce qu'ils veulent faire souvent quand ils viennent nous retrouver. Oui. Ouais. Oui, j'avais même des questions. L'INRS, évidemment, j'entends le nom, on voit beaucoup de chercheurs dans les médias discuter, c'est une institution bien reconnue, mais sa structure est vraiment différente des universités standards, à l'Université de Montréal, l'UQAM, Concordia. Donc, juste des étudiants de cycle supérieur et des chercheurs, chercheuses. Mais sinon, l'institution est située à Montréal? Ou... Oui, en fait, à Montréal. Et alors, il y a 4 centres. Il y a le Centre Urbanisation Culture Société, qui est le centre en sciences sociales. On a un bureau à Montréal. Le plus gros du bureau est à Montréal. Puis on a aussi un bureau à Québec. On a ensuite
Terre-Environnement, qui est sur les questions d'environnement, qui est à Québec. Énergie, matériaux, télécom, qui est à Varennes et à Place Bonaventure. Puis Armand Frappier, Santé biotechnologie, qui est à Laval. Fait que tout ça, ce sont en fait des gros centres de recherche, mais ce sont des professeurs qui enseignent à la maîtrise ou au doctorat. Puis on a une mission qui est différente des autres universités. Alors, il faut dire qu'on est une université, une composante de l'Université du Québec. Puis, on a une mission qui est différente, qui nous a été donnée dans les années 50, en fait, quand on a été créé, qui est de contribuer au développement social, économique et culturel du Québec. Et dans les années toutes récentes, donc ça fait moins de 5 ans, on a eu 15 nouveaux postes de profs, ce qui est très différent des autres universités, pour mettre sur pied des unités mixtes de recherche, donc pour faire de la recherche dans les régions. Alors, en sciences sociales, par exemple, on a à Rimouski, on a une unité mixte de recherche qui est composée donc de 2 profs du centre UCS, donc Urbanisation, Culture, Société, et un prof d'une autre place. Et eux vont développer de la recherche sur le numérique et les territoires à Rimouski. On travaille aussi avec l'UQAT en études autochtones, donc un programme qui est en train de se développer. Alors finalement, l'INRS est en train de s'étendre un peu partout dans les régions. Puis donc, au niveau de l'enseignement, ça change aussi parce que, en fait, ça fait des années qu'on enseigne à distance. Oui, la pandémie a accéléré les choses, mais maintenant, nos programmes sont souvent avec des étudiants, soit dans les UMR, soit dans un autre centre, ou soit carrément des étudiants qui sont chez eux, mais qui sont un petit peu partout au Québec. Ça permet une accessibilité aussi. Exactement. Oui, ça a tout le temps été un problème des universités. Ils sont toutes soit à Montréal, dans le centre, ou à Trois-Rivières et à Québec. Il y en a de très bonnes, Sherbrooke aussi, excellente. Mais c'est dans ces grandes zones-là. Si on est plus loin en région, faut se déplacer. C'est difficile. Puis quand on est jeune, on n'a pas nécessairement l'argent, surtout avec les prix actuels. Oui. Puis ceux qui travaillent aussi, qui voudraient prendre des cours à temps partiel, s'ils sont un petit peu éloignés des centres. Puis l'autre chose aussi, l'université offre pas nécessairement les programmes auxquels on s'intéresse. Tu sais, quand on est dans une région particulière, si on veut étudier, je sais pas moi, à THQ ou ailleurs, sur un sujet en particulier. Ouais. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Je connaissais pas trop l'INRS, mais c'est vraiment intéressant la forme que ça prend et que ça continue à prendre, à grandir. C'est méconnu, je pense, comme institut. Pourtant, c'est ça. Pas dans les milieux académiques nécessairement, mais même là. Et pourtant, on est, en termes d'intensité de recherche, là, l'INRS est la première au Canada. Wow. Tu sais, ça veut dire, ça, c'est en fait ce que les financements de recherche que vont chercher les profs. Puis, justement... c'est ça, on est les premiers au Canada. Il faut le faire quand même, là. Mais on est petit. En fait, on est une quarantaine de profs au centre Urbanisation, Culture, Société. Même chose à peu près dans les autres centres. Puis on a, juste à UCS, on a 200 étudiants à peu près. Fait que c'est quand même beaucoup. Mais oui, beaucoup de travail. Mais parlant de recherche, on peut commencer un peu à développer sur vos thèmes de recherche qui vous passionnent en ce moment ou dans votre passé. Là, souvent, il y a des liens là, quand on change de projet de recherche. Donc, sur le thème de la famille, quel est l'angle? Je sais que vous êtes plus sociologique, ici anthropologique, donc il va y avoir un petit changement, autant méthodologique que dans l'approche générale, donc je suis très curieux de vous entendre. Tout à fait. Alors, je me lance. Oui. Donc, alors moi, j'ai commencé à travailler sur les questions de famille au début de ma carrière, puis ce qui m'intéressait, c'est la transformation des normes des valeurs familiales. Et assez rapidement, en fait, je me suis mise à travailler sur l'argent. Parce que quand on étudie la famille, c'est souvent les gens vont me donner des évidences ou des choses. Bon, c'est difficile de creuser ces questions-là. Puis la question de l'argent, en fait, la manière dont les gens gèrent l'argent, la manière dont ils échangent, qu'il y a des transferts d'argent, en tout cas, il y a toutes sortes de sujets autour de ça. Ça nous donne, en fait, à la fois un angle pour comprendre les changements de valeur, ce que les gens disent et les pratiques aussi. Et donc, de voir les deux, les écarts parfois qu'il y a entre les deux. Et quand je me suis mise à tirer ce fil, j'ai réalisé que c'était extraordinaire, en fait, en anthropologie, puis j'utilise souvent cet exemple-là. L'argent, en fait, c'est un phénomène social total. C'est-à-dire que c'est derrière toutes nos décisions, tous nos choix, toutes nos valeurs. Donc, ça amène les gens à parler. Puis le fait qu'il y ait un tabou autour de l'argent, curieusement, quand on fait des entretiens, les gens sont super contents d'en parler parce qu'enfin, ils peuvent en parler de façon confidentielle. Je pensais que ce serait difficile là, de rencontrer des gens, mais pas du tout. Au contraire, les gens sont très contents. Puis, ces questions d'argent, moi, m'ont amené sur les questions juridiques.
entre autres, le fait justement d'être mariée en union libre au Québec, c'est pas la même chose sur le plan financier. Et ça m'a amené à travailler justement, entre autres, comme experte pour la cause de Lola Eric il y a quelques années de ça. Puis donc, j'ai fait mon droit 101, le droit de la famille 101. Oui. Et puis c'est ça. Alors, actuellement, je continue à travailler sur les questions d'encadrement juridique, sur les questions de finances. Puis c'est ça, j'ai commencé à travailler sur la gestion de l'argent dans les couples, comment donc les deux conjoints gèrent ensemble ou non l'argent. Puis là, maintenant, je m'intéresse plus à la question de l'épargne, des placements et même de la transmission d'une génération à l'autre sur les questions d'argent. Oh, ça va être intéressant de développer là-dessus. Mais tout d'abord, on va aller voir Karine un peu. Toi, je sais que c'est très différent parce qu'il y a de la recherche qui se fait en Inde, mais aussi on présente la parenté ici, dont un cours que tu enseignes à l'automne ou à l'hiver? À l'hiver. À l'hiver, sur parenté et néoparenté. Donc, juste nous mettre un peu dans le bain, ça va peut-être être un peu différent avec l'Inde, mais il y a des familles partout. Hein? Donc, c'est un terme universel chez nous. Donc, Oui, mais en fait, il y a une chose qui est remarquée, c'est que la famille, ou en anthropologie, on va dire aussi la parenté, c'est quelque chose qui est pas assez étudié. D'un point de vue anthropologique, ça l'a été longtemps, mais on dit souvent qu'on est une société qui s'occupe plus de la famille, qui a plus de famille, etc. Donc, en fait, d'un point de vue anthropologique, c'est de voir justement les changements qui ont lieu. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il peut y avoir des transformations, mais c'est pas vrai que d'où on vient, et là je parle pas de généalogie, mais par exemple les familles plus élargies, là, pas juste le père, la mère, les enfants, mais tout ce réseau-là est encore très présent. Ça a pris d'autres sens parfois, mais ça reste que c'est un réseau de sécurité qui est encore très fort dans des sociétés où il y a moins de protection sociale, de programmes de retraite, de programmes de soins de santé publics, etc. La famille, c'est le seul réseau de sécurité parce que il faut compter juste sur les membres de sa famille et là, des fois, faut aller, faut remonter à ce qu'on dit, petits cousins, des cousins, mais ça. Et ici, on a tout un appareil gouvernemental qui nous permet de moins dépendre, dans un sens, de la famille. Il y a toujours des cas, là, mais je parle de façon macro, de moins dépendre de la famille. Mais on n'est pas vraiment au point où ça l'affecte pas notre identité ou qu'on est complètement libre de la famille ou qu'on est aussi individualiste que ce qu'on peut penser. C'est très, très juste. Puis d'ailleurs, quand on demande aux gens c'est quoi leurs valeurs, justement, quelles sont les premières valeurs? Le travail, la famille, le couple arrive en tête de liste encore aujourd'hui. Oui. C'est très, très clair. Oui, tout à fait. Puis je pense que tu le dis très bien, là, le fait qu'on ait un filet de sécurité, il en demeure pas moins que ça reste quelque chose identitaire extrêmement important. Oui, puis ce que ça nous donne aussi, c'est peut-être plus d'options d'aller dans de la famille choisie, choisir plus des membres de sa famille, mais le fait est le même. Puis mon terrain qui était en Inde là pour mon doctorat puis tout ça, ben c'était au un angle. En fait, moi j'ai été pour faire de l'anthropologie juridique, puis je me suis rendu compte que très tôt on parlait c'était la saison des mariages, et que la famille revenait tout le temps, donc j'ai fini, c'est comme ça un peu par le biais que j'ai fini par faire de l'anthropologie de la parenté, mais tu sais, on parle beaucoup des différences culturelles, mais en même temps, vous savez, des parents par rapport à leur enfant, c'est le plus souvent, c'est de l'amour, c'est de l'affection. Ils veulent un bel avenir pour leur enfant. Ils se soucient pour eux. Alors, des fois, il y a juste de l'humanité, là. Puis je pense que la famille, c'est ce que ça nous permet de voir au plus proche, là.
Puis, je peux rebondir un petit peu sur ce que tu dis. La question, alors souvent, on compare justement le Québec ou les sociétés occidentales, on me dit qu'ils sont extrêmement individualistes et tout, puis je pense à toute la littérature autour de Giddens, entre autres. Oui. Oui, on est plus individualiste ou plus responsable, mais c'est pas vrai qu'on est des individus autonomes et détachés de toute responsabilité. Puis tu l'as bien mentionné, justement, les parents ont des responsabilités envers leurs enfants et ça reste toute la vie ou presque. Là, on peut dire à 18 ans, on est peut-être moins obligé légalement, mais ces relations de responsabilité sont quand même là. On a tendance à, en tout cas d'un point de vue théorique, parfois, moi je trouve qu'on a tendance à faire comme si c'était pas là, ce qui est archi faux. Là. Oui. Mais aussi, non seulement il reste, il y a le droit plus formel, mais il y a aussi, dans les faits, beaucoup de personnes qui s'occupent de leurs parents. Ben oui. C'est pas vrai que c'est si coupé au couteau qu'en Occident, on met les personnes âgées dans des ans. C'est pas comme ça, en réalité, que ça fonctionne. La proportion des proches aidants, des proches aidantes est énorme. Oui. Puis c'est très variable en termes de temps qu'ils vont mettre, mais on le voit de toutes sortes de façons. Moi, je peux le voir aussi d'un point de vue économique, justement, parce que beaucoup de femmes arrivées vers la fin de leur carrière qui prennent soin d'un parent âgé, qui réduisent leur temps de travail et donc qui réduisent aussi ce qu'ils vont avoir à la retraite, tout simplement. Mais ou leur chance de promotion carrément. Exactement, tout à fait. Oui. Fait qu'il y a des responsabilités donc intergénérationnelles qui demeurent toute la vie, puis ça, je pense que c'est encore très, très présent. Oui. C'est très intéressant. Avant d'aller un peu plus loin dans ce domaine-là, je voulais juste m'intéresser à votre approche de la famille. C'est de quoi de très personnel. Hein? Donc, quand on parle à des chercheurs de la famille, c'est ce qui est le plus proche de nous. Puis quand on fait, moi j'ai fait du terrain, j'ai eu la chance de vivre dans une famille au Japon. Mes grands-parents étaient à la retraite, leur enfant était à Tokyo, ils travaillaient, et les petits-enfants étaient à l'école. Donc, puis bon, au Nouvel An, j'ai pu toutes les rencontrer ensemble, mais c'est rare dans des sociétés dites développées, où que la famille est nucléaire, donc c'est vraiment les parents et les enfants, où on accepte qu'un étranger vienne vivre avec eux et les observer directement, ce qui est une méthode assez bien pour savoir ce qui se passe, mais c'est rare. On voit beaucoup moins cela. Ça se voyait beaucoup à l'époque, surtout dans des villages, c'était plus communautaire, donc on partage un peu l'anthropologue, on l'amène là et là. Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile d'entrer dans ces cercles plus restreint, plus privé aussi. C'est normal. Je veux dire, moi non plus, j'inviterais pas n'importe qui chez moi. Mais comment on approche ça? Je suis surtout en anthropologie, mais aussi en sociologie. C'est quoi votre approche pour étudier la famille? Comment on leur demande? Mais j'ai envie, je trouve que c'est une très belle question parce que je me rappelle, quand j'enseignais sociaux de la famille, alors la première fois, j'avais peu d'expérience, mais dès la deuxième fois, quand j'ai commencé à l'enseigner, une des choses que je disais aux étudiants, on va parler de la famille, mais on va pas parler de votre famille. Oui, C'était, on va regarder comment fonctionnent les familles de façon générale. Puis je leur disais, dans vos travaux, là, je veux pas savoir qu'est-ce que votre cousin a fait, qu'est-ce que votre grand-mère a fait. Exactement. Puis c'est toujours, il y a une proximité du sujet. Hein, oui. Puis alors, comme sociologue, moi, ce que je fais, c'est, alors, on procède souvent par des entrevues qualitatives en profondeur. Donc, on va pas chez les gens observer comment ça se passe. Quoique ça se pourrait en ethnographie, peut-être sur certains sujets particuliers, là. Mais puis sinon, c'est des grandes enquêtes. Moi, souvent, je fais du quali, ensuite, je fais du quanti. Alors, je sais que je vais poser. Ce qui est intéressant du qualitatif, c'est que ça nous permet de comprendre les logiques des gens, vraiment de partir. Puis souvent, moi, ce que je fais, mes méthodes, c'est d'avoir, c'est des méthodes qui sont proches de l'anthropologie. J'avais une directrice qui était anthropologue, mais c'est des questions ouvertes pour comprendre la logique des gens. Et de ça, ensuite, je fais des questionnaires qui vont vraiment aller sur des questions plus précises pour ensuite être capable de généraliser plus largement. C'est ça. Moi, de mon côté, j'ai eu une expérience plus comme toi, là, d'anthropologie où, en fait, quand je suis arrivée en Inde la première fois dans un pré-terrain, j'étais tout de suite prête à aller dans une famille. Il y avait une famille qui m'attendait. Et puis, là, c'était une famille d'accueil, là, où j'étais ancrée. Et, ce qu'il y a de particulier en Inde, c'est que
même si je venais de très loin, on me demandait qu'est-ce que font tes parents, tu viens de où, qu'est-ce que tes grands-parents faisaient, etc. Même si le contexte, ils pouvaient pas nécessairement vraiment le connaître, mais ça c'était un peu, ça met de côté un peu l'ego individuel, parce que ça rappelle concrètement qu'on est les enfants d'eux et qu'on vient d'une société aussi, là, c'est la parenté, mais c'est aussi qu'on vient d'un groupe plus large. On s'invente pas soi-même autant qu'on pense, et puis, tu sais, puis je le répète souvent dans mes cours pour provoquer un petit peu les étudiants, parce que c'est important pour comprendre les phénomènes sociaux de voir qu'on n'est pas si autonome que ça dans notre pensée, puis qu'on peut se faire soi-même, etc. Donc, quand je suis arrivée en Inde, très vite, cette logique-là de structure de parenté s'est imposée, même de façon pratique. Donc, par exemple, rapidement, il y a les petits-enfants m'ont appelé Didi, qui veut dire grande sœur en marathi. Moi, j'appelais des dames âgées Adji, qui veut dire grand-maman. Même si je pouvais les voir pour la première fois, parce que c'est un lien de confiance, hein. C'est une reconnaissance aussi. Quand tu trouves quelqu'un de sympathique, tu sais, au bout de quelques minutes, tu vas lui trouver un nom, l'associer à un nom maternel, paternel, etc. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, beaucoup. J'ai pas eu de difficulté du tout à m'adapter à ça. En fait, c'est plutôt au retour que j'ai de la difficulté, même maintenant, de revenir dans un endroit où même parfois demander le nom de famille, c'est presque une intrusion dans la vie privée. En fait, peut-être que j'exagère, mais j'ai comme parfois d'autres regards. Mais quand j'ai fait de mon terrain plus au niveau de vivre dans un village, là, dans le village comme tel, je vivais pas dans une famille, mais je vivais dans une chambre là, qui était proche, qui était juste à côté du dispensaire, donc il y avait des petites structures. Mais je passais mes journées à faire des tournées dans différentes familles. Il y avait une trentaine de familles que j'allais voir aux 2 jours. Et là, c'est là où j'ai compris que c'était en Inde, c'est pas juste une valeur de dire la famille, c'est important, c'était les pratico-pratiques. Mais vu que j'avais aussi en tête les idées d'accès à la justice, le droit des femmes, bon, c'était plus précisément le droit de succession des femmes hindoues, j'ai vite compris que si je ne comprenais pas les dynamiques familiales, et à la fois du cas par cas, mais à un moment donné, inévitablement, on le sait comme chercheur, on dégage des trames de fond, des tendances, etc. Si je comprenais pas ça, je pouvais même pas comprendre, en fait, ni le droit hindou sur la succession, le mariage, etc., ni le droit de l'État contemporain qui est l'Inde aujourd'hui, avec un corpus juridique de droit pour les femmes très important. Et ce qui moi, en fait, me préoccupait plus particulièrement, c'était de voir comment les femmes, est-ce qu'elles connaissaient leurs droits, mais aussi comment elles l'exprimaient ça, comment elles voyaient ça, qu'est-ce qui était juste et injuste pour elles. Et donc, ça m'amenait à parler de tous les autres sujets, pratiquement. Oui, mais c'est de quoi d'assez similaire. J'ai eu la famille, bon, c'est même pas mon thème de recherche, c'est plus environnemental, mais je veux dire, les gens, quand ils se présentent, ils s'identifient avec les moi je suis de telle famille, conjoint de telle personne, etc. C'est super important. Oui. Là, je parle de la campagne japonaise, c'est différent en ville, évidemment. C'est un peu la même chose ici. Il me semble, les gens plus en région et la ville ne vivent pas la famille de la même façon. Non. Le Japon, c'est comme ça. J'imagine que c'est comme ça aussi ailleurs. La ville change l'approche
le territoire, là, le terrain qu'on a, la maison qu'on a est beaucoup plus petite en ville, d'ordre général. Là. Je passe par Mont-Royal, ils ont un peu plus d'espace là-bas, mais d'ordre général, puis surtout, moi je fais de la recherche au Japon, Tokyo c'est très petit. Oh oui. Ça affecte la famille. Oui. Ça affecte la capacité d'avoir des enfants. Au Canada ou même au Québec, la question d'avoir des enfants est importante. Avec l'immigration, on compense pour la population, mais est-ce que vous pensez que c'est de quoi qu'on devrait peut-être plus parler? Du vieillissement de la population, de l'incapacité à remplacer naturellement notre population? Ou c'est, avec l'immigration, c'est pas si important que ça, puis ça peut être un sujet qu'on peut reporter quand même à plus tard, parce que si je regarde au Japon, c'est une catastrophe économique si on ne fait pas d'enfants. Mais... Oui. En fait, ce que les études très, très récentes montrent, c'est que à partir du moment où les femmes ont plus de droits, où la situation est plus égalitaire, c'est-à-dire qu'il y a des services de garde, qu'elles peuvent avoir une carrière, etc., puis qu'il y a un meilleur partage des tâches entre les hommes et les femmes, elles peuvent réaliser le désir d'enfant. Parce que la plupart des gens veulent encore, si je me trompe pas, 2 enfants, voire 2,5 enfants. Moi, ils veulent pas le 0,5, là. Ils ne souhaitent pas avoir un 0,5. À partir du moment où ils peuvent, où les conditions matérielles et je dirais, au point de vue du partage du temps, tout ce qui est justement de la prise en charge des enfants et tout, à partir du moment où c'est égalitaire, à ce moment-là, les gens peuvent avoir des enfants qui veulent. Moi, j'ai l'impression que c'est de ce côté-là qu'il faut aller voir plutôt qu'il y a déjà des expériences qui ont été faites avec les baby bonus. Essayer d'encourager la natalité en donnant de l'argent, ça marche pas. Puis actuellement, en fait, c'est ça, les mentalités ont changé aussi. Puis c'est ça, je pense que c'est vers là qu'on pourrait éventuellement aller si... Parce que si je ne me trompe pas, dans l'histoire, quand un pays se développe, donc économiquement devient plus riche, le taux de natalité baisse. Oui, les femmes sont plus éduquées. Effectivement, mais il y a une plus grande pression économique, puis là, il y a la vie. Puis c'est vrai dans tous les pays qui se sont développés, en Occident comme ailleurs. Mais il y a aussi, je m'excuse, mais il y a aussi toute la médecine moderne qui fait que les enfants, avant qu'ils mouraient, souvent avant l'âge de 5 ans, même 1 an, et c'est une préoccupation encore dans beaucoup de sociétés dans le monde, ça fait en sorte que les gens avaient beaucoup plus d'enfants pour être certains qu'il leur restait quelques enfants, justement pour s'occuper d'eux quand ils vieillissaient. C'est pas juste fonctionnel, rationnel comme ça, là, mais je veux dire, côté organisation sociale, il y avait de ça aussi. Certainement. Puis en plus, la médecine moderne fait en sorte qu'on vit beaucoup plus longtemps. Alors là aussi, côté organisation sociale, ça vient déranger des choses, mais je voulais juste ajouter cet élément-là, mais t'as pas posé ta question finalement. Ça va aller dans d'autres directions. J'aurais envie de dire, justement, de compléter ce que tu disais. Il y a une chose aussi qui est extrêmement taboue dans notre société, c'est qu'aujourd'hui, les femmes ont leurs enfants beaucoup plus tard dans la vie. Puis il y en a plusieurs qui arrivent dans trentaine avancée, qui veulent avoir un premier enfant, puis qui n'arrivent pas à en avoir. Oui. Fait qu'il y a ça aussi, la question aussi du calendrier, alors qu'autrefois, les femmes avaient leurs enfants au début de la vingtaine. Alors moi, je me dis, ce qu'on pourrait réfléchir, on parle beaucoup de conciliation famille-travail, mais si on parlait aussi de conciliation études-famille, peut-être que, justement, là, il y aurait des pistes intéressantes pour faciliter ça aussi. Oui, ça, c'était dans mes notes. La fameuse conciliation famille-travail. Le travail est sûrement l'institution qui prend le plus de place dans notre société. On n'expliquera pas tout. On est une société qui travaille, qui veut produire. Ça nuit au fait d'avoir des enfants, surtout quand les emplois ne donnent pas les conditions pour les femmes particulièrement. Ça a tout le temps été plus facile pour les hommes. Et dans une certaine époque, chez au Japon, c'était comme ça. On pouvait se permettre de donner le gros salaire aux hommes. Les femmes n'avaient pas besoin de travailler parce que c'était pas nécessaire. On pouvait se payer la belle maison puis on pouvait vivre. Donc, c'est facile quand il y a une personne à la maison puis l'autre personne travaille. Ce n'est plus le cas, ni au Japon ni ici. Cette conciliation, est-ce que vous jugerez qu'elle est relativement bonne au Québec? Surtout si on compare au Canada et aux États-Unis. Et est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'autres pays qui font considérablement mieux?
Poser la question, c'est y répondre. Oui. Mais moi, de façon de là, il y a les recherches, mais de façon plus personnelle, en l'état des choses, des conciliations travail-famille, quand on a surtout, faut le dire, des étudiantes de maîtrise et de doctorat, surtout le doctorat qui est de plusieurs années. Ce sont des âges souvent où les gens changent beaucoup aussi, là, à moins d'avoir des gens qui ont déjà 50 ans puis ils reviennent aux études. Ça n'existe pas, la conciliation travail-famille au niveau des études, de mon point de vue. Avec les exigences que ça prend. Et les exigences, non, c'est au niveau intellectuel, mais aussi le temps dans lequel il faut faire les études. Donc, 2 ans pour la maîtrise, idéalement, 4-5 ans pour le doctorat. Là, moi, j'ai jamais vu, moi, personnellement, une possibilité de concilier travail-famille. J'ai pas d'enfants pour toutes sortes de raisons, mais avec le recul, je me rends compte que ça l'a beaucoup pesé parce qu'il faut avoir de l'énergie pour avoir des enfants, il faut être là. Et bon, ça dépend quelle éducation on veut leur donner, mais moi, l'éducation que j'ai eue de ma mère et de mon père, j'avais des parents extrêmement présents. Puis c'était des gens qui faisaient du 9 à 5, hein, et c'était une autre époque, là. C'était une autre organisation sociale. Je me rappelle, même très jeune, je regardais comment ça fonctionnait à la maison, puis moi, c'était un modèle qui était dépassé déjà. Hein. Puis c'est pas une critique envers mes parents, ils savent très bien ce que je pense. Mais comme femme, comme féministe, mais même mes parents, comme parents qui voulaient que je sois autonome, justement, autonome, libre, c'était un projet, mais toute cette dynamique-là, pour moi, a été difficile à envisager. J'ai peut-être manqué d'imagination, mais c'est vrai que je suis vraiment passionnée par l'Inde puis par mes recherches. Mais il va y avoir beaucoup de choses à changer, je pense, pour qu'il y ait une conciliation travail-famille. Parce que ce qui me désole, puis ça a été confirmé avec la pandémie, c'est un peu tabou, je trouve, de le dire avant la pandémie, mais on l'a vu. Pendant la pandémie, qui est retourné à la maison ou qui a pris des emplois à temps partiel pour s'occuper des personnes malades? Ce sont les femmes. Et ça, pour moi, ça, c'est au niveau de la famille, c'est un autre point. On en parle, là. Je pense que je regarde mes étudiantes aujourd'hui et même les étudiants sont plus conscients là, qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a des choses à faire. Puis je pense qu'il y a des choses qui changent. Mais ce que je veux dire, c'est que on est loin d'avoir acquis tout ce qu'on a acquis. Parce que dès qu'une situation de fragilité arrive, de déstabilisation, on est encore les mamans, on est encore les premiers proches aidants. Et là, comme tu disais tantôt, c'est le sacrifice financier, c'est le sacrifice au niveau de la carrière. Moi, je trouve que ça n'a aucune raison d'être, mais il faut vivre dans la réalité et c'est comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire, en fait, que longtemps, on a pensé la conciliation famille-travail au féminin. C'est les femmes qui devaient concilier famille et travail, puis si on devait faire des aménagements pour les femmes. Ce que je vois, moi, dans les plus jeunes générations, c'est des hommes maintenant qui essaient de concilier avec leur conjointe. Ça commence à être un peu plus en tandem. Et on le voit sur le marché du travail, dans beaucoup de milieux, chose qu'on n'entendait absolument pas avant. Des hommes dire à un colloque à un moment donné, ben moi, il faut que je parte à telle heure, il faut que j'aille chercher mon petit à la garderie ou je sais pas quoi. Et même statistiquement, je pense qu'on le voit aussi, l'implication des pères est de plus en plus importante. Ce qui n'empêche qu'on est loin de la parité. Puis parfois, moi j'ai envie de dire, parfois pour des questions vraiment mécaniques. Alors je vous explique, puis je le vois moi par la gestion de l'argent. Arrive alors une femme tombe enceinte, prend un congé maternité, puis se retrouve en fait avec un moins gros revenu. Il y a un manque à gagner parce que tu le mentionnais tantôt, ça prend 2 salaires pour faire vivre une famille, une pression supplémentaire parce qu'il y a un enfant qui arrive. Alors, statistiquement, on le voit, les femmes diminuent leur temps de travail, les hommes l'augmentent. Et
Les hommes, pendant ce temps-là, ben, ils vont mettre des sous de côté ou à tout le moins, ils vont gravir les échelons dans leur travail et tout. Puis il y a quelque chose de logique, entre guillemets, de dire on va envoyer celui ou celle qui gagne le plus dans le ménage retourner travailler le plus vite possible. C'est parfaitement logique au point de vue financier strictement. Puis c'est des mécaniques comme ça qui s'installent petit à petit. Là, quand on regarde comment les congés parentaux, toutes les mesures sociales qu'on a justement pour inciter les pères à prendre un congé parental, un congé de paternité, en fait, qui leur est réservé. Ça, en fait, moi, je trouve que c'est super. Puis ce qu'on voit aussi statistiquement, c'est que les hommes le prennent, mais massivement, ça a été super, super populaire. Mais c'est bien parce tous ceux qui peuvent le faire, ils prennent, mais il y a encore beaucoup, justement, de limites mécaniques. Hein. Il y en a qui peuvent pas encore prendre un congé de paternité. Puis là, on sait que ça, tu sais, le revenu, il faut quand même avoir un revenu, justement, conséquent qui nous permet, avec un congé, parce qu'il y a quand même une baisse de revenus là, avec le congé de paternité ou le congé de maternité. Faut être capable de l'assumer, puis c'est ça. Un premier enfant, c'est une chose, mais quand on a un deuxième puis un troisième, c'est encore une autre paire de manches. On est loin, je pense, de la conciliation famille-travail, particulièrement dans les milieux masculins, qui sont typiquement masculins, parce qu'il y a encore aussi beaucoup de freins à ce que les hommes partent pour un congé de paternité et qui partent plus tôt des fois ou qui s'occupent des enfants parce qu'ils sont malades. Souvent, cette partie-là, ça reste les femmes. Puis on le voit, entre autres, en particulier quand il y a un enfant qui a un handicap. Un enfant qui est justement autiste, en tout cas, ou peu importe le type de handicap qu'il peut avoir ou de maladie importante, c'est les mères qui réduisent leur temps de travail. Moi, je pense que je suis tout d'accord avec ce que tu dis. Je pense que ce qu'on regarde un peu aussi quand on compare entre guillemets des sociétés humaines, il faut dire que les exigences matérielles sont immenses. Tantôt, Michael, tu disais il fut un temps où les gens avaient l'armée, mais à Montréal, la majorité des familles étaient 7-8 dans des 4,5 là, qui aujourd'hui sont trop petits pour une personne. Alors, il y a de tous les scénarios, mais je pense qu'il y a aussi, et du côté indien, c'est une des grandes transformations qui sont en train de vivre, c'est-à-dire la naissance d'une classe moyenne. Le fait que non seulement des femmes peuvent faire plus d'argent que les hommes, mais que des fois, un grand-père a une petite fille qui fait plus d'argent que lui aura jamais rêvé de faire. Donc, mais c'est pas juste des changements de genre, mais c'est des changements des changements générationnels qui viennent modifier toutes les dynamiques entre les générations. Et là, eux sont dans un transfert social. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Mais cette problématique de la consommation est aussi présente dans un pays comme l'Inde parce que, par exemple, au niveau du mariage, il y a une pratique de la dot. Donc, en fait, le père de la mariée qui va donner des biens, de l'argent à sa fille, mais finalement, c'est à la belle famille qu'il doit donner énormément de biens matériels au moment du mariage de sa fille parce que sinon, il ne peut pas marier sa fille. Mais ça a aussi un impact chez les jeunes garçons parce que cette consommation-là, par exemple, moi, quand je faisais mon terrain, mais ça pouvait être une motocyclette, c'était déjà une grosse dot. Apporter tous les vaisseaux pour la cuisine, s'arranger pour que la jeune mariée ait déjà tout son trousseau de linge au moins, etc. C'était déjà des sommes considérables réellement, là, surtout quand on est avec des travailleurs agricoles là qui font même pas $1 par jour là de salaire. Mais aujourd'hui, c'est que à la fois ce boom-là économique a apporté du bon là, mais les gens qui ne bénéficient pas de ça
se retrouve avec des attentes qui sont complètement démesurées, ce qui fait qu'on commence à avoir effectivement des femmes qui se marient plus tard, des hommes qui se marient plus tard, mais aussi juste au niveau de la pression, parce que c'est toute la famille qui participe à l'organisation. C'est un moment très important pour nous dans notre société, mais bon, en Inde, le mariage, c'est vraiment un moment charnière dans la vie pour devenir un adulte, à la limite, ou pour devenir une femme, ça prend un mari, et pour devenir un homme, ça prend une épouse. Donc, on est dans quelque chose qui fait énormément de pression, et ici, je pense que c'est la réflexion, c'est de voir aussi tout ce qu'on a besoin pour vivre. Parce que je pense que c'est peut-être plus ou moins lié à la famille, mais je pense qu'il y a une réelle réflexion à faire où on est rendu des fois dans des niveaux d'attente qui sont franchement fous. Puis là, je parle pas des gens qui travaillent au salaire minimum puis qui voudraient avoir plus. Là, je suis bien d'accord avec eux autres. Mais il y a la fois, et puis l'autre chose aussi, tantôt, on parlait de ce qu'on pourrait parler plus, je pense aussi au niveau de la question de la famille. C'est pas tant, je pense qu'on en parle beaucoup, mais d'une façon peut-être trop détachée. Mais c'est que quand il y a des changements de dynamique entre les hommes et les femmes, entre les générations, c'est toute une société qui change. Et ce sont des changements majeurs. Ces changements majeurs-là peuvent pas s'ajuster en 1 ou 2 ou 3 décennies. Ça aussi, des fois, on est très irréaliste là-dessus, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une chose qui est beaucoup coupée de notre expérience, admettons, au Québec ou en Amérique du Nord, comparée à nos sociétés avant, là, je parle pas d'ailleurs dans le monde, c'est cette présence de rapports entre personnes d'âge différents. Beaucoup de foyers avaient justement un père, une mère, parce que vous voulez qu'il y ait en tout cas, souvent, c'était le fils aîné qui s'occupait des parents. Il y avait la plus jeune fille qui souvent se mariait pas, hein, ou se mariait plus tard pour prendre soin aussi des parents, mais aussi de tous les frères et sœurs qui avaient des enfants. Ma propre mère a été relevée, toutes ses sœurs après la grossesse, mais elle là, elle est obligée d'arrêter l'école pour ça, là. Mais il y avait donc des personnes âgées, il y avait des gens malades, souvent dans les maisons, puis il y avait des petits bébés. Quand les jeunes ont des enfants, maintenant, souvent, ils ont eu peu de bébés dans leur quotidien. De façon qu'on parle du quotidien, on parle pas dans la famille. Mais, tu sais, avant, même la génération de ma mère, il y avait souvent pris soin de bébés, mais depuis très, très longtemps, il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas d'anxiété, il n'y avait pas de cours à prendre. Il y a un transfert, je pense, de connaissances concrètes entre générations qui ne se fait plus. Je parle même pas de l'histoire du Québec qui est pas transférée d'une génération à l'autre. Je vais juste parler de choses très simples. Mais c'est très juste. La question, justement, quand je trouve que c'est très... parlant justement les relevailles, là, justement, oui. En fait, je pense que le savoir des mères, des grands-mères, a été complètement disqualifié au profit du savoir médical. Alors, un bébé, malheureusement, ça n'est pas avec un mode d'emploi. Et donc, les gens ont le petit livre qu'on leur donne quand, justement, à l'hôpital. Et c'est vraiment le savoir médical qui a pris le dessus, mais de façon... comment je dirais, très doctrinaire aussi, parfois. Oui. Alors, moi, j'en ai 3. Il fallait pas coucher le premier de la même façon. Alors, un, c'était sur le côté, puis l'autre, c'était sur le dos. Oui, c'est ça. Ça change. Ça change, mais c'était aussi présenté comme quelque chose. Si on faisait pas ce qu'on nous disait de faire, c'était toujours le spectre du syndrome de la mort subite. Le petit bébé risquait de mourir, puis ça allait être de notre faute, évidemment. Puis moi, j'ai une belle famille française, puis j'ai une belle-sœur, donc qui a eu ses enfants en même temps que moi. Puis on a tellement ri quand on s'est rencontrés, quand nos enfants avaient 3 mois, puis qu'on s'est mis à comparer les vérités
scientifique. Wow. Alors ici, il faut surtout pas mettre de céréales dans les biberons, alors qu'en France, c'est que ça qu'ils font. Ils mélangent, ils ont une espèce de poudre qu'ils mettent dans le biberon, puis c'est ça que l'enfant... Alors que nous, c'est pas ça. L'introduction des fruits, des légumes, c'était tout mélangé. Oui, oui. Alors, mais ce qui est particulier de tout ça, pour avoir discuté aussi avec des femmes qui ont eu des petits-enfants, c'est que justement, le savoir des grands-mères a été complètement, disqualifié. On fait plus les choses de la même façon, puis c'est comme si, ça n'a plus de valeur. Ce qui est dommage parce que c'est ça. Moi, je pense qu'on a perdu beaucoup là-dessus. On a survécu à leur façon de... Mais oui. Mais tu sais, de la même façon, là, autour de l'allaitement, c'est bien l'allaitement, mais il y a une telle pression sur les femmes à allaiter. Tu dis, voyons, ça dépend des femmes, ça dépend du bébé, puis en tout cas, moi, je suis de la génération qui a été probablement nourrie au lait carnation, parce que c'était meilleur pour la santé qu'on disait à l'époque. Je veux dire, tu sais, je trouve que il y a beaucoup, c'est ça, c'est très doctrinaire autour de la question des enfants. Mais c'est drôle parce que la science est présente, mais elle change d'une culture à l'autre. Oui! Donc, cette quête d'objectivité, finalement, elle n'est pas atteinte du tout dans le cas dans ce cas-ci particulièrement. Je parle pas en physique quantique, là, mais... Même dans une même société, puis c'est ça aussi la beauté de la science, c'est qu'on remet en question notre savoir jusqu'à preuve du contraire. Fait que c'est ça aussi qui se passe. Puis je pense que dans toutes sortes de domaines, on le verrait, mais quand on est sur des choses si pratiques, si communes aussi, le fait d'avoir des enfants puis de s'en occuper, puis qu'il y a des savoirs extrêmement... comment je dirais? Donc, en fait, des savoirs qui sont certainement basés sur de la science, mais qui se rigidifient d'une certaine façon, puis que quand ça vient dans les mains des praticiens, ben ça devient extrêmement contraignant. En tout cas, on pourrait en parler longtemps. C'est comme... La médecine a pris une place un peu comme le prêtre à l'époque. Oui, c'est ça, c'est de l'intrusion dans des... Au Japon, c'est commun, les mères vont dormir avec l'enfant jusqu'à 5 ans. Ben, c'est ça. De la naissance jusqu'à 5 ans. Oui. Alors, si on va dire non, il ne faut pas faire ça parce que tu peux écraser le bébé, puis évidemment pas jusqu'à 5 ans parce qu'il faut que l'enfant soit indépendant. Oui. Mais la différence, au Japon, les enfants ne meurent pas dans le lit. Sinon, il aurait changé ça. C'est une il y aurait encore plus de problèmes démographiques. Donc, finalement, on a la preuve empirique que c'est faux. On peut dormir avec l'enfant. J'imagine qu'il y a une façon de faire. Oui, il y a des positions différentes. Moi, j'ai vu des femmes en Inde qui prenaient des bébés d'une manière où, tu sais, ça aurait été hyper scandaleux ici. Puis finalement, le bébé, il arrête de pleurer. Je me rappelle, à l'époque, j'avais dit, quand je vais avoir un bébé, moi, quand il y aura personne autour, là, je vais savoir que je peux faire telle chose, puis le bébé, il va arrêter. Puis il est pas malheureux, puis ça fait pas des gens plus malheureux que nous, ni des gens plus heureux d'ailleurs, hein. Ça fait des êtres humains. Ça fait une variété de caractères, de personnalités. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de diversité dans la famille, mais finalement, pas de savoir absolu, objectivement, qui serait meilleur. Puis je pense que des parents s'en rendent compte. Je suis pas encore parent, mais quand tu l'apprends toi-même, il faut que tu te débrouilles. Hein? C'est bien beau avoir lu avant. Certains vont aussi déconseiller de lire toutes les choses avant. Trop. Parce que se faire confiance. Le guide va changer selon le bébé. Le bébé aussi a sa propre personnalité. Exactement. Oui, tout à fait. Non, c'est fascinant. Mais moi, j'ai pas eu d'enfant encore, donc c'est un peu difficile d'en parler. Puis j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui commencent à avoir des enfants. C'est l'âge, hein, donc là, je vois ça aller. Puis il y a tout le temps les bons côtés, puis les côtés plus pas négatifs, mais quand on le vit, le manque de sommeil, c'est pas grave. Oui. Mais ça fait partie, il faut en parler. Quand on a des gens qui veulent avoir des enfants, il va y avoir des meilleurs moments de leur vie, sûrement. Mais aussi, il y a la difficulté d'avoir l'enfant, puis de... je dis souvent que c'est une période intense, mais dans tous les sens du terme. Oui. Mais il y a cet aspect-là aussi, le fait que les deux travaillent maintenant sans, juste comme on disait au début, sans qu'il y ait de véritables... qu'il y ait une plus grande, soit une flexibilité ou soit qu'on travaille moins d'heures par semaine. Par exemple, en Angleterre, ils vont bientôt instaurer là, officiellement la semaine de 4 jours. Ça, ce sont des mesures sociales aussi qui peuvent
beaucoup aidé pour et les femmes et les pères et les mères et les parents en général. Mais il y a toute une il faut continuer à faire la même chose, le même travail, en ayant cette nouveauté, parce que justement, ce manque, des fois, ce transfert-là de connaissances fait en sorte que le fait d'avoir un bébé, il y a quelque chose de beaucoup plus transformant qu'avant. Je pense que beaucoup de gens de la génération de ma mère vont dire qu'ils n'ont pas eu oui, ça change une vie là, mais c'est pas la même. On savait plus, il y avait plus de gens qui savaient dans quoi ils s'embarquaient concrètement là, pas juste intellectuellement, mais concrètement dans le vécu. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que je parlais au niveau de l'importance de la famille élargie, mais oui, ici on fonctionne sur un modèle de famille nucléaire, même en fait maintenant sur des modèles de famille où c'est la monoparentalité. Mais les grands-parents sont pas loin. Donc on habite chacun dans notre maison, on est encouragé à être autonome, peu importe notre âge, à faire nos activités. Quand on tombe à la retraite, il faut se faire une vie sociale, etc., etc. Et puis, combien de personnes se retrouvent à la retraite à prendre soin de leurs petits-enfants? Et là, ça, c'est beaucoup moins valorisé que ça pouvait l'être avant. Et dans une société comme en Inde, il n'y a rien d'autre à faire quand tu es âgé que de prendre soin de tes enfants et des petits-enfants. C'est un devoir, là, mais pas au sens dogmatique du terme, mais c'est la seule source de joie. C'est eux qui vont te stimuler, te tenir en vie, mais effectivement, c'est toi qui va être présente aussi, qui va souvent éduquer les enfants avec ta belle-fille, ton beau-fils, des fois tes belles-filles et ton beau-fils, sauf que c'est positif. Le vieillissement aussi est vu d'une autre façon qu'ici. Ouais. Donc, tout ce découpage-là de l'existence affecte, je pense, aussi beaucoup notre façon de voir la famille, voir le rôle ou les rôles des différentes personnes autour de nous. Mais concrètement, au Québec, actuellement, on pourrait dire qu'on vit tous dans une organisation quotidienne de famille élargie. En fait, tout à l'heure, tu demandais justement, tu disais le fait de vivre en ville change les choses. Il y a des études qui ont montré que les gens, entre autres André Fortin, qui montraient que les familles, en fait, s'installent à proximité les uns des autres. Disons que là, avec la crise du logement, ça devient de plus en plus compliqué, là, si on peut dire. Mais justement, habituellement, les familles essayaient de pas être trop loin les unes des autres. Alors, c'est tout à fait ce que tu dis, justement. Mais en fait, c'est ça. La différence aussi, c'est l'allongement de la vie et surtout l'allongement de la vie en santé. Oui. Alors, quand les gens sont en santé, prennent leur retraite, pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre leur retraite relativement tôt, en fait, c'est comme si une deuxième carrière, ils se mettent à faire du sport. Ou ils se mettent, tu sais, c'est la forme physique des grands-parents d'autrefois correspond aujourd'hui à des gens qui ont 80 ans passés, alors que toute la tranche des 65-80, ils sont souvent en très, très bonne santé, puis ont envie de continuer à vivre. Puis c'est ça aussi, l'allongement de la vie, c'est en tout cas une des conséquences. Et là, il y a la prise en charge, justement, des parents âgés qui fait en sorte, justement, qui demande énormément à la génération. C'est ça. Qui précède. Je vais demander à Carl, on est rendu à combien de temps? 51 minutes. 51 minutes. On a encore du temps. Je voulais, parce que là, on parle beaucoup de la famille et de la famille élargie. Il y a ce concept qui vient de l'anthropologie de voir la famille et de la formation du couple comme une alliance entre deux familles. Cette île-là, je la vois avec ma conjointe, elle est chinoise, donc j'ai accès à une famille chinoise, spécialisée en médecine en plus. Mais cette famille qui est une double famille, est-ce qu'on la valorise assez, selon vous?
dans le sens que notre belle famille, bon, on entend souvent les blagues contre les beaux-parents, Les belle-mère, belles-mères. beau-père, surtout C'est belle-mère. Mais ça m'apparaît ultra important aussi. Quand on forme un couple, on embarque dans la famille, la famille embarque dans la sienne, puis là, on a accès à plein d'autres diversités, des diversités de métiers, diversité aussi générationnelle, qui vient finalement ajouter une couche de complexité sociale dans notre propre famille et qui est ultra utile là, en termes de filet social très rapproché. Il y a des spécialités, si j'ai quelqu'un de mécanicien dans la famille de ma conjointe, c'est parfait pour cet aspect-là. Mais c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup. Cet aspect d'alliance, c'est dans des textes anthropologiques anciens. J'ai l'impression qu'on voit ça comme ça. Car ça reste ça, on se met ensemble et on construit un projet. C'est ça une famille. Oui. Et moi, j'ai envie de mettre un gros bémol, en tout cas par rapport au Québec. On sait qu'au Québec, un mariage sur 2 se termine en divorce, que les couples en union libre qui sont maintenant majoritaires chez les moins de 50 ans au Québec, parce que le Québec est le leader mondial de l'union libre, hein? Je pense que c'est extrêmement important, mais que justement, les unions libres sont encore plus fragiles que les couples mariés. Et surtout que les couples se séparent de plus en plus tôt dans la vie des enfants. Fait que ça doit avoir un impact. Moi, je serais curieux, je ne connais pas d'études qui ont essayé qui se sont informés de voir si les parents conservent le lien avec les beaux-parents. Ils vont certainement, les enfants vont passer d'un ménage à l'autre, ça on le sait, puis souvent il y a des fratries qui restent en contact, même si les parents se sont séparés à plus d'une reprise. Mais est-ce que les parents restent en lien avec leur belle famille? C'est une belle question, j'en ai aucune idée. J'ai entendu des anecdotes, rien de scientifique là-dessus. Ça existe pas. Je n'ai pas de données là-dessus. Mais moi, je pense par rapport à cette question-là, je pense que oui, il y a un manque d'études, mais je pense qu'on met... Il y a un biais, là ici, je parle au niveau de la recherche, un biais aussi qui est peut-être, je dirais, qui vient au fond des valeurs sociales, mais cette valeur-là, au niveau de l'autonomie. Et on parle souvent d'individualisme, mais là, combiné à d'autres valeurs qui est l'autonomie. L'autonomie individuelle, on peut comprendre dans quel contexte historique ça s'est avéré important. D'un point de vue anthropologique, on ne peut pas vivre seul comme personne. C'est tout. Il n'y a pas une société qui a vécu avec des unions libres plus fragilisées avant, maintenant. Il n'y a pas de... Il y en a peut-être eu, mais on les connaît pas. Il n'y a pas... les sociétés, comme tu disais, c'était des alliances entre 2 familles. C'était pas des mariages d'amour ou des alliances d'amour. Ça n'avait rien à voir. C'est un phénomène très récent dans l'histoire de l'humanité. Et l'idée que non seulement il y a beaucoup d'unions libres, mais je pense aussi qu'on est le leader mondial au niveau des gens qui vivent seuls, justement, ou qui sont célibataires. Moi, pour moi, on est dans... Je le dis à mes étudiants, là, Michael, tu t'en rappelles peut-être, mais on est dans un gros laboratoire, là. Ce qu'on pense être normal ici, ce qu'on pense être la façon de faire, on est complètement en train de chambouler, non seulement on a chamboulé les dynamiques de genre, mais ça a eu certains impacts sur des changements de la famille. Puis là, je ne dis pas que les féministes ont détruit la famille. Ils n'ont pas détruit la famille. En fait, on pourrait dire aussi que les hommes n'ont pas réagi assez vite, comme tu disais tantôt, pour embarquer dans un changement pour l'égalité. Alors, bon, en fait, là, on pourrait discuter longtemps de c'est la faute à qui, mais bon, je vais épargner, mais c'est ça, fait qu'on est dans des paravents d'impératifs aussi parfois social, conceptuels, mais ce sont des mythes. Il y a personne ici qui est vraiment autonome, il y a personne ici qui est vraiment libre d'un point de vue anthropologique, et c'est peut-être pas ce qu'il faut viser, sauf qu'on n'est pas obligé
on n'est pas, faut pas non plus retourner. C'est pas moi j'ai aucune nostalgie de l'ancien temps. Oui, mais c'est juste que c'est des changements qui sont rapides. Puis là, ça a été difficile de tout arrimer en même temps parce que franchement, les femmes étaient des pionnières dans ce qui se passait. Elles ont vécu les premiers divorces, les premières mères monoparentales. Ce sont elles qui ont porté, au fond, le négatif, si on veut, du fait d'avoir des brisures de réseau de sécurité. Mais on a comme sous-estimé l'importance que en modifiant des dynamiques de genre, puis là je dis pas que c'était la responsabilité des femmes d'y penser parce qu'ils en pensaient à bien des affaires, c'est des responsabilités de changements sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'égalité? Mais dans le quotidien, ça implique ce dont tu parlais tout à l'heure. Il y a des choses concrètes. On a 24 heures, puis j'ai pas plus à faire de vaisselle que mon conjoint. Quand on regarde le Québec là, d'un point de vue historique, là, c'est vrai que c'est un laboratoire de changement, puis de changement vitesse grand V. Oh oui. Quand je regarde moi comment mes grands-parents ont vécu, comment mes parents ont vécu, comment moi j'ai vécu, puis comment mes enfants vont vivre, en très très peu de générations. On a vraiment vécu des changements majeurs. Puis j'en discutais avec des collègues français, puis ils disaient justement, on regarde le Québec, c'est un laboratoire, tellement que ça va vite. En même temps, j'ai l'impression que oui, on est dans un laboratoire, puis oui, on est dans une période de turbulence, de changement et tout, mais qui risque, en tout cas, c'est peut-être mon optimisme délirant. Je suis certaine, moi, que les choses vont se tasser. On est dans une espèce de période de flottement. Tu sais, on sait que certaines études montrent que les enfants qui ont vécu la séparation de leurs parents vivront probablement pas la même type de relation que que ce qu'ont vécu leurs parents. Puis, tu sais, ça va être quoi l'impact concrètement là-dessus, là? Ça, c'est une chose. Les enfants qui se sont promenés d'un ménage à l'autre dans leur valise et tout ça, est-ce qu'ils vont vouloir reproduire ça? C'est peut-être ça qu'on voit avec des personnes seules. D'un autre côté, on parlait de changement, de conciliation famille-travail. Il y a des attentes énormes du côté des femmes de dire on va partager les choses et la réalité fait en sorte que justement ça marche pas toujours pour un paquet de raisons qui sont pas juste la faute de leur conjoint, mais le système social qui est en train de changer. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir quand je regarde les jeunes, la façon dont ils arrivent à exprimer leurs besoins, à dire les choses, puis à justement les questions d'égalité. Quand on voit les jeunes féministes, puis les hommes qui embarquent là-dedans, moi, j'avoue que je suis plutôt optimiste. Je me dis, bon, dans une couple de générations, mais ça va aller lentement, dans une couple de générations, c'est que j'ai l'impression que le train est en marche. Mais bon, ça a toutes sortes de conséquences, ça, c'est clair. Oui, pour moi, c'est pas tant une question d'optimisme, c'est que je pense que, on le sait pas, on n'est pas capable d'imaginer où on s'en va pour toutes sortes de raisons, qui sont aussi qu'on est très omnibulé par notre moi, je veux dire. Oui, notre autonomie personnelle. Et tout aussi, c'est que ces changements-là, au niveau des dynamiques de genre, se sont aussi insérés dans une structure de changement économique où le capitalisme, c'est être heureux pour soi-même et par soi-même. Oui. Et en plus de la consommation, mais il y a quelque chose de très... qui n'est pas social au sens de partage. C'est pas ça qu'on a mis de l'avant. Moi, c'est plus ça qui me rend pessimiste que je pense que là on a atteint, j'espère, mais je suis pas sûre qu'on a atteint le bouquet, mais les modèles sociaux ne sont pas du côté je parle pas dans l'expérience des gens, mais les modèles sociaux, puis ça, il y a des études qui le démontrent, ce qui est mis de l'avant, ce sont des gens qui vont être plus prédateurs, comme on dit, au niveau du moins financier. Ce sont des gens qui vont être beaucoup moins empathiques, même à la limite incapables d'empathie. Ça, c'est toutes des études aussi qui existent. Et il y a tout ça aussi qui joue en même temps. Mais je suis d'accord quand tu dis que c'est un mythe.
toute cette question d'autonomie et tout ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Puis je trouve qu'au Québec particulièrement, on met plus d'énergie à se penser égalitaire, à penser que tout est beau, qu'à le faire vraiment dans nos vies. Oui. Puis c'est quand on fait des entrevues justement avec des gens, c'est là qu'on réalise, on leur demande comment ça se passe, puis qu'ils prennent conscience aussi que, bon, concrètement, quand on arrive dans la pratique, c'est pas tout à fait ça, exactement. Oui. Mais on a tendance à penser que le Québec est très égalitaire, puis on le voit quand on va dans des colloques en France, entre autres, les Québécois qui posent des questions puis qui disent « Ah, vous faites pas ça comme ça » ou alors que quand on regarde statistiquement le partage des tâches, par exemple, c'est la même chose en France puis au Québec. Mais oui. Je veux dire, alors qu'on a l'impression qu'on a avancé bien plus. Mais il y a un mythe derrière ça. Il y a un mythe, puis aussi, il y a toute la question de dire que pour que on rattrape, si on veut, le passif là, en tant que femme au niveau de l'instruction, de l'égalité des salaires, etc., etc., tout ce courant, surtout nord-américain, là, c'est pas juste, en tout cas surtout nord-américain, de privatisation, comme je parlais, des services de santé publique, c'est catastrophique. Pour les femmes, c'est directement catastrophique. C'est démontrer que moins un État est providentiel. Là, je m'embarque même pas dans une discussion sur le capitalisme. Hein? Parce que je reste dans le capitalisme, un État providentiel qui... C'est les femmes qui en paient le premier prix en termes d'options, de réelles options de vie. De réelles options de choix social. Puis aussi, c'est pas le but de notre discussion, mais quand on parle quand même de famille, dans la famille, comme tu disais tantôt, il y a des enfants qui sont malades. Il y a des enfants qui ne deviendront jamais autonomes. Il y a des enfants qui sont parfaitement autonomes, mais ils aiment rester avec leurs parents. Ils aiment être dans une ambiance familiale. Ce serait peut-être mieux en Inde qu'ici pour ça. Tu sais, ça, c'est aussi, on n'en parle pas, c'est tabou, c'est complètement tabou. C'est même négatif. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Oui, c'est ça. Mais en fait, Tanguy a fini par vivre en Chine, chez ses beaux-parents. Alors, il y a bien des lectures qu'on peut faire de Tanguy, mais moi, ma lecture, c'était, lui, là, ce qu'il voulait dans la vie, c'est vivre en famille. En famille, intergénérationnelle. Et il a fini en Chine. Pas parce qu'eux autres, ils sont bizarres, mais c'est que c'est bizarre que parce que t'es un Français, que tu aimes rester avec ton père puis ta mère, on rit de toi, en fait. Et c'était devenu le dindon de la farce. Et il y a beaucoup de révélateurs là-dedans. Puis c'est juste aussi que l'idée de laboratoire, puis ça, c'est juste que les gens vivent beaucoup de stress, tu sais, il y a toutes sortes de raisons planétaires, les changements climatiques, mais les gens sont en situation de stress, mais moi, des fois, je dis à mes étudiants, c'est normal qu'on soit stressé. Parce qu'on vit tellement de changements auxquels on n'a pas de réponse, on ne sait pas où ça s'en va. Ça crée ça crée du stress. C'est pas nécessairement négatif, là, au bout de la ligne. Mais on passe au travers de quelque chose, là. On est en train d'innover. Ouais. Puis on le sait pas. Moi, je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas conscience de tout ce qu'on est en train de faire au niveau de la création de nouvelles structures sociales et familiales. Et puis, je pense que ça pourrait aider des fois d'avoir cette espèce de recul historique, de dire, on a la chance de participer à quelque chose de le fun. Là, tu sais, moi, comme femme, j'aurais pas voulu vivre à une autre époque. Là. Ouais. Puis, moi, j'ai envie de dire, comme chercheur, j'ai envie aussi de participer à ce changement. Puis un des aspects, alors on fait la boucle un peu. Alors, un des aspects, justement, par rapport à l'INRS, c'est que, justement, notre travail, c'est de contribuer au changement social, économique et culturel du Québec. Et moi, dans ce contexte-là, j'ai une chaire de recherche pour laquelle je travaille avec les conseillers en services financiers. Alors, je disais tout à l'heure, les questions d'argent sont très tabous, mais ça touche quand, par exemple, des gens vont se présenter devant un conseiller en services financiers. Il y en a 34 000 au Québec, il y en a dans toutes les banques, là. Oui. C'est comme une tierce personne devant un couple qui a de la difficulté à discuter ensemble. Puis, ce que je fais, moi, dans mon travail, je fais des formations régulièrement
où je remets en question, justement, je les amène à réfléchir à ces questions-là. Puis pour moi, ça fait partie de mon rôle de chercheur que d'aller, justement, de contribuer, en fait, à cette transformation sociale en donnant d'informations, en levant des drapeaux, tout simplement, puis justement, pour que les conseillers, éventuellement, posent des questions, interviennent auprès des couples. Voilà. Oui, bien, je pense qu'on a déjà un peu dépassé l'heure. Je vais conclure. On a été assez théorique et aussi très concret, mais amené à une situation qui a été récente et assez marquante, je pense, pour le monde. Si on retourne à la COVID, par exemple, on a les premières mesures qui ont été mises en place, c'était vraiment sur les individus. Tout le monde, on va s'appliquer les mêmes mesures et on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait une bulle familiale. Ils ont appelé ça la bulle. Quand il y a des crises, quand il y a ces moments-là, ça serait peut-être pas la première option, c'est de s'attarder sur la famille comme unité de mesure pour savoir si les choses vont bien au lieu de l'individu. Parce qu'on a vu que ça crée un stress énorme et beaucoup de souffrance qui reste encore aujourd'hui. Puis qui est normal, hein? Oui, tout à fait normal. Je veux dire, d'être considéré juste comme un individu dans des situations de crise, c'est catastrophique parce que tu as tout le poids de ta survie sur tes épaules à toi. Alors que tu n'as aucun contrôle, puis tu n'as personne... Bon, premièrement, on s'exprime dans une famille, même si on peut s'exprimer dans certaines familles, très peu, on s'exprime. Il y a des savoirs, comme tu disais tantôt, différents qui se partagent, des expériences. Oh non, faut pas s'en faire. On peut faire ci, puis ça. Il y a cet encouragement-là. Mais là, moi, d'un point de vue de chercheur, la pandémie, ça a été que nos institutions remettre sur les individus la charge la charge de tout, de se soigner, de faire attention, etc. Ça a été assez impressionnant, puis j'ai suivi ailleurs dans le monde où ça se faisait. Puis, bon, même en Occident, en Angleterre, il y a eu un anniversaire de la libération, là, de la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens plus si c'était je pense que c'était le 75e. C'était une fête très importante qu'ils fêtent à chaque année, où ils font des pique-niques dans les quartiers, dans les rues, dans les ruelles, dans les villages. Et là, ça avait été très problématique parce qu'on voulait souligner la libération, mais on savait pas comment on ferait. Et là, on est quand même en Angleterre, là, mais ils ont réussi à faire une fête nationale où ils ont eu des pique-niques, ils ont eu des rassemblements, mais en respectant la distance. Et quelqu'un qui avait un piano chez lui sortait ça devant chez lui, puis l'autre qui avait un système de son sortait de la musique. On pouvait danser avec les gens qu'on habitait dans notre bulle, on pouvait danser tout seul, mais je pense que c'est à 8h le soir, à la radio, à la BBC naturellement, tout s'est arrêté en Angleterre et on a fait jouer une chanson qui est thématique dans ce moment-là, We'll Meet Again. Et c'était la chanteuse qui avait été très célèbre à la Deuxième Guerre mondiale qui chantait ça. Et on filmait, on voyait ça partout en Angleterre. Les gens étaient dehors, dans la rue, ensemble, à chanter en même temps. Pourquoi on n'a pas été capable de faire ça au Québec? Là, on rentre peut-être dans un autre sujet, mais il faut aussi voir qu'on a embarqué vite au Québec. Moi, ça, dans cette espèce de refermement, là. Oui, puis moi, ce que je trouve pour les familles, ce qui a été terrible, c'est les décès. Des personnes âgées qu'on a isolées, qu'on a coupé du monde dans les résidences pour personnes âgées, et celles qui décédaient, qui sont décédées seules, qui n'ont pas pu avoir de proches, ça, humainement, là, il me semble, c'est la base, ça n'a pas de sens. Puis, en tout cas, pour les naissances, il y a eu le même genre de choses aussi. Puis, j'ai l'impression, moi, en fait, pour répondre à ta question, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a c'est pas bon d'aller juste sur les individus, ça ne fonctionne pas, on est des êtres profondément sociaux, mais c'est pas non plus une bonne chose quand on remet tout sur la question de la famille. C'est ça, oui.
Un exemple, on en parlait tout à l'heure, justement, si on avait juste regardé les familles, on ne serait pas rendu compte, par exemple, que c'était les femmes qui ont pris le gros du poids que ça voulait dire. Puis moi, je le vois aussi quand on parle de pauvreté. Tout est calculé au niveau du Québec et au niveau du Canada. L'unité, c'est le ménage. Fait qu'on voit pas si dans un même couple ou dans une même unité familiale, il y en a un des deux qui gagne plus que l'autre. Ça disparaît. Puis donc, on fait disparaître de la pauvreté une large part de la population. Fait que c'est de trouver un équilibre entre les deux dans notre manière de concevoir les choses. Mais aussi, je suis d'accord, on est des êtres profondément sociaux, puis on peut pas isoler les... je viens de parler des personnes âgées, on pourrait parler des adolescents. Tous les jeunes qui étaient dans les écoles secondaires, ils ont goûté, là, mais pas à peu près. Puis bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont désobéi, entre guillemets, parce que c'était juste pas possible. Non. Mais il me semble qu'il y avait une souffrance qui a été balayée du revers de la main. Oui. On les a stigmatisés, complotistes. Oui, il y a des leaders complotistes que j'apprécie absolument aucune de leurs idées. Non. Ces gens-là ont abusé de cette souffrance. Oui. Souvent pour des gains monétaires. Ça, c'est vrai, oui. Mais cette souffrance, on l'a juste tassée. Toutes les gens qui ont été avec les camions à Ottawa, oui. je n'aimais pas les leaders. Non. Il y en avait, on va dire, des tarés là-dedans. Mais beaucoup de gens qui se sont joints à ça, on les connaît pas. C'était pas eux qui ont fait les manchettes, puis ce sont juste des gens qui souffraient. Oui. De C'est ça. cette situation. Il y avait beaucoup de souffrance là, dans cet événement-là. Il y avait beaucoup de souffrance et il y avait beaucoup d'ignorance. Il y avait aussi toute une partie de souffrance ou de révolte ou de colère, qui pour moi est aussi de la souffrance d'ailleurs, tout là-dedans, qui était due au fait qu'on manquait d'instruction, mais on manquait aussi de connaissances générales de la vie aujourd'hui. Oui, mais du virus aussi, on savait pas comment ça se propageait. Vous souvenez-vous qu'on avait notre marché? Oui, c'est ça. Ça est drôle maintenant, on en rigole. Mais en fait, puis moi, c'est ça, je trouve que, tu sais, c'est facile, il me semble, de blâmer le gouvernement et tout. Les gouvernements ont fait toutes sortes de choses, de toutes sortes de façons, d'un pays à l'autre. Tu sais, on regarde la Nouvelle-Zélande qui s'est complètement fermée et qui aujourd'hui regrette parce que les gens sont beaucoup plus malades, parce qu'ils n'ont pas utilisé leur système immunitaire pour combattre un paquet de je sais pas s'ils regrettent vraiment, mais en tout cas, ça a été une stratégie. Nous, on en a une autre. En France, ça a été encore autre chose. En Italie, pareillement. Je pense que tous les gouvernements faisaient du mieux qu'ils pensaient, mais aujourd'hui, je pense que si on revivait une pandémie, j'ai tendance à dire peut-être qu'on apprendrait de nos leçons, puis en même temps, je me souviens à la radio, mon Dieu, ça une historienne qui parlait justement, une historienne des grandes pandémies qui disait, ben non, on n'apprend pas. Non. Mais si je peux juste ajouter, oui, les gouvernements ont pris des décisions. Ben, premièrement, les gouvernements ont réagi en retard parce que la pandémie a fait le tour. Quand c'est arrivé en Espagne, on pouvait voir, là, après ça, l'Angleterre, que ça a été catastrophique, en Espagne aussi. Mais là, c'est plutôt aussi... les gouvernements aussi peuvent pas, et c'est correct, peuvent pas imposer à la population des choses que la population serait pas prête à accepter. Il y a cette question d'acceptabilité sociale, derrière laquelle les gouvernements se cachent souvent pour dire qu'ils n'ont pas agi et tout. Je pense que là, comme dans le cas de l'environnement, d'ailleurs, il y a des gouvernements qui ne vont pas aussi loin qu'ils veulent pour freiner les changements climatiques. Parce que, franchement, les Québécois, là, on surpollue, on surconsomme, on surpollue. Et là, moi, je me dis, qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça arrête? Moi, je veux pas une dictature, mais si on veut pas que l'extrême droite monte, ben, il faudrait peut-être être plus proactif dans une perspective qui n'est pas juste de mon bien-être personnel. Puis, juste pour dire, pour ta question de mettre la famille au centre, tu sais, c'est ça, on n'est pas passéiste, puis on sait aussi que la famille, c'est là où il y a les premières violences, hein. C'est tous ces problèmes-là sont là aussi. Quand on dit réseau de sécurité, c'est sûr que c'est assez variable, mais ce qu'il y a de beau, par contre, c'est que
la famille, ça peut aussi être quelque chose qu'on choisit. Ça peut être nos bons amis, ça peut être... Et ça, c'est une possibilité qu'on a dans toutes les sociétés, mais ici, plus particulièrement, au lieu de peut-être mettre trop d'accent sur l'autonomie individuelle, on pourrait peut-être plus axer sur le fait, oui, on est autonome, on a besoin des autres. Là, on a le droit ici de vraiment choisir notre monde. Mais les liens sont pas moins forts parce que c'est choisi. On peut construire dans le temps de la même façon. Mais je pense qu'on va conclure sur cette belle parole. Ça va être difficile de mieux conclure que ça. Et je pense qu'on a déjà un épisode assez long et trop intéressant. On pourrait continuer encore jusqu'à ce soir avec une bière et tout. Il y en a ici dehors à l'université. Mais bon, on va vous laisser et on dit à tout le monde, on se retrouve dans 2 semaines. Merci d'avoir été là et de nous avoir écoutés sur ce thème. Merci beaucoup pour l'invitation, Michael. C'était très... Et Carl, ça a été vraiment une belle rencontre. Si agréable. Ça a été agréable de jaser avec toi. Plaisir partagé, vraiment.